Lorsque les autorités ont finalement eu accès à la voiture de course abandonnée d'AZN qui se trouvait dans une fourrière d'Oklahoma City, elles pensaient que la situation serait routinière. Elles s'attendaient à cataloguer des composants mécaniques des pièces détachées et le fouillis familier d'équipements de course qui suit toujours une machine de rue compétitive. Ce qu'elles ont découvert au lieu de cela a provoqué une profonde secousse dans toute la communauté Street Outlaws, une découverte si inattendue qu'elle a immédiatement soulevé des questions allant bien au-delà des courses illégales ou des violations de la loi sur les véhicules. Dans les parties cachées de la voiture se trouvaient des traces de secrets de tromperie et de décisions calculées, des choix qui menaçaient de démanteler tout ce que le célèbre coureur avait construit pendant plus de 2 décennies sur certaines des rues les plus dangereuses d'Amérique. Ce n'était plus seulement un véhicule abandonné, c'était le témoin silencieux d'une vie qui s'effilochait, la machine abandonnée. L'appel a été reçu par la police d'Oklahoma City à 2h37 exactement dans l'après-midi du 15e jour de décembre. Un opérateur de dépanneuse avait été engagé pour enlever un véhicule d'un entrepôt privé, une propriété qui avait fait l'objet d'une procédure de saisie après que son propriétaire ait disparu sans explication 3 semaines plus tôt. Dès que la bâche a été retirée, la voiture a été instantanément reconnue par toute personne ayant un lien même vague avec la culture des courses de rue clandestines, le tristement célèbre Dung Beetle de l'AZN. Pendant des années, la coccinelle a été une présence dominante dans les courses nocturnes du Midwest, une voiture à la fois réputée et mythique. Mais quelque chose ne tournait pas rond. L'unité de stockage abritant le véhicule avait été abandonnée au milieu du paiement. Les numéros de téléphone liés au propriétaire sonnaient faux, et la correspondance officielle envoyée à l'adresse indiquée avait été renvoyée sans avoir été ouverte. Le Dung Beetle est resté intact sous une bâche couverte de poussière, des débris s'accumulant sur ses bords. Des outils et du matériel de course spécialisé l'entourent figé sur place, comme si quelqu'un avait été interrompu en pleine tâche. La scène suggère l'urgence, soit une fuite soudaine, soit un départ forcé sans avertissement. Alors que l'équipe de la fourrière entame le processus d'admission standard, le protocole exige un inventaire et une inspection complète du véhicule. Presque immédiatement, des signes troublants apparaissent. La voiture a été partiellement démontée. Des composants du moteur ont été retirés et éparpillés sur le sol en béton. Mais il ne s'agit pas d'un entretien de routine ou d'une amélioration des performances. Il s'agit d'un démontage délibéré et méthodique, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose, ou tenté de cacher quelque chose au plus profond de la voiture elle-même. Constatant l'irrégularité, le superviseur de la fourrière interrompt le processus et contacte les autorités. 2 heures plus tard, des enquêteurs de plusieurs agences arrivent sur les lieux. Les véhicules de course de rue sont connus pour contenir des modifications illégales, et les propriétés abandonnées ont l'habitude de révéler des liens avec des réseaux criminels plus larges. Pourtant, rien ne les a préparés à ce qu'ils étaient sur le point de découvrir. La première découverte survient rapidement et change complètement le ton de l'enquête. Des compartiments cachés sont soudés dans le châssis de la voiture. Ces compartiments ne faisaient pas partie de la conception originale du véhicule. Ils avaient été ajoutés délibérément, conçus dans le but premier de se dissimuler. Il ne s'agissait pas d'un travail d'amateur, mais de cachettes construites par des professionnels conçus pour échapper à toute détection, même lors d'inspections approfondies. Dans le premier compartiment, les enquêteurs ont trouvé de l'argent liquide. D'épaisses liasses de billets de 20, de 50 et de 100 étroitement enveloppés dans du plastique et scellés sous vide pour les protéger de l'humidité. Un premier décompte a permis de dépasser les 37 000 $. Il s'agit d'un montant bien supérieur à ce qu'une personne pourrait raisonnablement stocker dans une voiture de course, à moins qu'elle n'ait des raisons impérieuses de garder l'argent intraçable non déclaré et loin des institutions financières. Mais l'argent n'était qu'un début. Sous le siège du conducteur, dans un second compartiment caché, ils ont trouvé des documents. Des journaux de course qui ne correspondaient à aucun registre officiel. Des registres de paris documentant des transactions à 6 chiffres. Des photographies de course qui n'avaient jamais été diffusées, jamais fait de l'objet d'une promotion et jamais été reconnues par Street Outlaws. Il s'agissait d'événements clandestins qui se déroulaient entièrement dans l'ombre, au-delà même du monde déjà secret des courses de rue illégales. Et puis sont arrivés les téléphones. 3 appareils à brûleurs, chacun chargé d'applications de messagerie cryptées. Des listes de contacts ne contenant pas de noms réels, mais uniquement des surnoms, des initiales et des identifiants codés. Une fois que les équipes d'experts numériques ont accédé aux données, un récit a commencé à se former
qui a provoqué des ondes de choc dans la communauté des coureurs automobiles. Les messages révèlent des trahisons, des partenariats secrets et des décisions qui mettent des vies en danger, toutes motivées par l'argent, l'orgueil et des secrets que l'on n'aurait jamais dû révéler. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuit, une conclusion s'impose. Il ne s'agissait pas simplement de courses illégales ou de revenus non déclarés. Il s'agissait d'un homme dont la vie avait basculé dans la crise. Un homme piégé par les conséquences de ses propres choix, tentant d'équilibrer des mondes multiples qui se heurtaient violemment. Le Bousier était immobile dans cette fourrière, mais les vérités qu'il transportait étaient sur le point d'exploser dans une communauté qui croyait tout savoir sur l'une de ses figures les plus aimées. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été découvert, il est nécessaire de comprendre qui était AZN dans le monde des Street Outlaws. Son vrai nom, Jeff Bonnet, était connu de tous, mais le personnage d'AZN était devenu plus grand que nature. Il n'était pas un simple coureur en quête de victoire dans les rues d'Oklahoma City. Il était un personnage, une source d'humour et de cœur dans une sous-culture souvent définie par l'agressivité et l'ego. Avec son partenaire de course Farm Truck AZN, est devenu un favori des fans précisément parce qu'il se sentait différent. Il pilotait un camion Chevrolet à l'allure de bête de somme qui semblait désespérément dépassé par des machines surpuissantes. Mais le Farm Truck était une bête de somme, surprenant les adversaires qui l'avaient sous-estimé à maintes reprises. Le Dong Beetle, cependant, était la passion personnelle d'AZN. Une Volkswagen transformée au fil des ans en une menace de course légitime. Elle est devenue sa signature, son identité en dehors de Farm Truck. Les fans aimaient le voir travailler sur le Beetle, ils aimaient l'histoire d'une voiture non conventionnelle, défiant les muscles américains. Pourtant, au-delà des caméras et des épisodes télévisés soigneusement montés, la réalité d'AZN était bien plus compliquée. Les courses de rue se déroulent sur des marges très étroites. Une défaillance mécanique peut coûter des milliers d'euros. Une course perdue peut faire la différence entre la stabilité et l'endettement. Et lorsque la course devient votre gagne-pain, la pression est implacable. Selon des sources proches de la scène AZN, était en proie à des difficultés financières depuis au moins 2 ans. Même si les revenus de la télévision dépassaient les salaires ordinaires, ils ne suffisaient pas à couvrir les coûts de la course, les obligations personnelles, les responsabilités familiales et les améliorations constantes des véhicules. Il a commencé à accepter des engagements parallèles, des courses non affiliées aux Street Outlaws, des compétitions clandestines, où les gains étaient plus élevés, mais où les risques étaient exponentiellement pires. Ces événements ne respectaient même pas les normes de sécurité minimales des courses de hors-la-loi. Il s'agissait de véritables courses de hors-la-loi où tout pouvait arriver, et arriver souvent. Un associé de longue date a décrit le désespoir croissant d'AZN. Il courait 4, parfois 5 nuits par semaine, voyageait d'un état à l'autre, courait après des bourses de plus en plus importantes qui s'accompagnaient d'un danger croissant. Ils l'ont prévenu qu'il était en train de s'épuiser, que quelque chose allait se briser. La voiture ou lui. Il a refusé de ralentir. Les registres de paris trouvés à l'intérieur du Bousier ont révélé à quel point AZN avait pénétré dans ce monde. Il ne se contentait pas de participer, il organisait, coordonnait des événements, prenait des pourcentages sur des paris et assumait des risques qui allaient bien au-delà de la conduite de voitures rapides dans des rues désertes. Mais il y avait une autre dimension à ces luttes financières que peu de gens connaissaient. AZN avait investi massivement dans une entreprise qui s'était effondrée de façon spectaculaire. Une société de pièces détachée de courses automobiles qui était censée tirer parti de sa notoriété de hors-la-loi de la rue pour en faire une entreprise rentable, avait au contraire perdu de l'argent, accumulant des dettes qui menaçaient de l'entraîner dans la faillite. Il avait emprunté à des amis, utilisé au maximum ses cartes de crédit et s'était finalement tourné vers des sources de financement plus discutables. L'argent trouvé dans sa voiture, ces 30,7 000 en liquide, représentait des dettes qu'il ne pouvait pas payer par des voies légales des obligations envers des personnes qui n'acceptaient ni excuses ni retard. Ses relations avec Farm Truck étaient devenues tendues, bien qu'ils aient maintenu les apparences pour les caméras. Farm Truck avait essayé d'intervenir, offrant à la fois une aide financière et des conversations dures sur le chemin qu'AZN était en train de prendre. Mais l'orgueil et le désespoir forment une combinaison toxique. AZN a repoussé la personne qui avait été son plus proche allié, insistant sur le fait qu'il pouvait gérer ses problèmes seul. Sa vie de famille en a également souffert. Sa femme avait posé des ultimatums à propos des courses de l'absence et de l'instabilité financière qui menaçaient leur avenir. Il y a eu des séparations, des réconciliations et des disputes de plus en plus amères
sur les priorités et les responsabilités. Ses amis ont décrit un homme qui semblait être en mouvement constant, toujours en train de travailler sur une autre affaire, une autre course, un autre plan pour se sortir du trou qui ne cessait de s'approfondir quelle que soit la vitesse à laquelle il essayait de grimper. L'humour qui le faisait aimer à la télévision masquait une anxiété qui le rongeait. Début novembre, les proches d'AZN ont remarqué qu'il semblait différent, plus paranoïaque, vérifiant constamment son téléphone et sursautant aux bruits inattendus. Lorsqu'on lui demandait si tout allait bien, il se défilait avec des plaisanteries ou changeait complètement de sujet. Quelque chose n'allait manifestement pas, mais AZN avait érigé des murs que même ses amis les plus proches ne parvenaient pas à franchir. La dernière fois que quelqu'un de l'équipe de Street Outlaws l'a vu, c'était le 23 novembre. Il s'était présenté à une séance de tournage prévue, mais il semblait distrait pressé. Il s'était excusé en disant qu'il devait partir tôt, qu'il avait des affaires à régler qui ne pouvaient pas attendre. Il était parti dans le bousier et ce fut la dernière observation confirmée avant que la voiture ne soit retrouvée abandonnée 3 semaines plus tard. Que s'était-il passé pendant ces 3 semaines? Où était AZN maintenant? Et qu'avait-il fait exactement qui nécessitait des compartiments cachés, des téléphones à brûleur et assez d'argent pour suggérer qu'il fuyait quelque chose ou se préparait à disparaître complètement, ce qu'ils ont trouvé? Alors que les enquêteurs démontent systématiquement la voiture de course abandonnée d'AZN, chaque découverte brosse un tableau plus sombre et plus complexe d'un homme dont la vie a basculé bien au-delà du chaos contrôlé des courses de rue. Les premières découvertes, l'argent liquide et les documents n'étaient que la surface de quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. Les registres de Paris révèlent des opérations couvrant plusieurs États. L'AZN coordonnait des courses clandestines dans l'Oklahoma, le Texas, le Kansas et l'Arkansas. Il ne s'agissait pas de courses de rue occasionnelles, mais de compétitions organisées avec des frais d'inscription substantiels et des cagnottes qui dépassaient régulièrement le $1 000 000 par course. Les téléphones cryptés ont fourni les preuves les plus accablantes. Une fois que les spécialistes de l'investigation numérique ont percé la sécurité, ils ont trouvé des fils de messages remontant à 18 mois. Les premières communications semblaient anodines, discussions sur les lieux des courses, les lignes de Paris et les spécifications mécaniques. Mais dès l'été, le ton avait radicalement changé. Les messages de juillet montraient qu'AZN s'inquiétait d'un événement qui avait mal tourné. Les références à l'incident et au nettoyage suggéraient que quelque chose de grave s'était produit. Ces détails ont été soigneusement évités, même dans les communications cryptées. Un message datant du début du mois d'août disait « Je ne peux pas continuer à faire ça, c'est trop chaud. Il faut prendre du recul. » La réponse a été brutale. « Vous êtes dans une situation trop délicate. » Les enquêteurs ont trouvé des preuves d'un incident survenu en juillet qui n'avait jamais été signalé aux autorités. Une course clandestine dans l'Arkansas rural s'était apparemment soldée par un grave accident. En rassemblant des fragments de plusieurs fils de messages, les enquêteurs pensent que quelqu'un a été blessé, peut-être gravement. Plutôt que de chercher des soins médicaux appropriés ou de signaler l'accident, les participants l'ont traité en privé, probablement pour éviter des conséquences juridiques. Les messages de l'AZN, au cours de cette période, ont montré une panique croissante. Il avait écrit à de nombreux contacts pour exprimer sa crainte d'une éventuelle enquête policière, d'une responsabilité et de la découverte par sa famille de ce à quoi il avait participé. Un message particulièrement révélateur disait « Je voulais juste faire de la course et gagner un peu d'argent. Comment les choses se sont-elles compliquées? À ce point, comment suis-je devenu responsable de tout cela ?» Les photographies trouvées dans les compartiments cachés fournissaient un contexte visuel à ces événements. Des images de courses organisées la nuit sur des autoroutes fermées, des foules de spectateurs dont les visages étaient délibérément masqués, des voitures modifiées bien au-delà de tout ce qui aurait pu passer une inspection de sécurité minimale. Il ne s'agissait pas des courses de hors-la-loi de rue relativement contrôlées qui, bien qu'illégales, respectaient des normes spécifiques. Il s'agissait de pur chaos, d'événements dangereux et imprudents où les blessures graves ou la mort semblaient moins une possibilité qu'une inévitabilité. Mais la découverte la plus choquante est peut-être venue d'un 4e compartiment caché que les enquêteurs ont failli manquer. Caché dans une section et vidé de l'arceau de sécurité de la voiture, un disque dur externe contenait des fichiers vidéo des heures d'enregistrement de courses auxquelles AZN avait participé ou qu'elle avait organisées. Les vidéos montraient la réalité de la scène clandestine des courses, des accidents qui auraient dû être mortels, des quasi-accidents qui ont fait hurler les spectateurs et des défaillances mécaniques
qui ont fait dévier les voitures des routes à des vitesses dépassant les 140 miles à l'heure. Une vidéo datée du 19 août montrait un accident correspondant aux références des messages cryptés. Une voiture avait perdu le contrôle dans un virage, avait fait plusieurs tonneaux et était entrée en collision avec une barrière en béton. Le conducteur avait dû être extrait de l'épave par d'autres coureurs. Pas de personnel paramédical, pas d'équipement de sauvetage professionnel, juste des gens qui tentent désespérément d'aider tout en évitant tout ce qui pourrait attirer l'attention des autorités. Les enquêteurs ont également trouvé des documents financiers qui ont révélé l'ampleur de l'argent circulant dans les opérations d'AZN. Des estimations prudentes suggèrent que plus de 600 millions de dollars ont transité par son rôle de coordinateur des paris au cours des 18 derniers mois. Sa part personnelle était d'environ 15%. Une somme importante, mais loin de compenser les risques qu'il prenait. Parmi les documents se trouvait une lettre manuscrite apparemment jamais envoyée adressée à Farm Truck. La lettre était datée du 20 novembre, 3 jours avant la disparition d'AZN. Il y avait écrit « Je suis désolé de t'avoir repoussé, tu as essayé de me mettre en garde et je n'ai pas voulu t'écouter. Je pensais pouvoir gérer la situation, je pensais être assez intelligent pour garder le contrôle, mais j'avais tort sur toute la ligne. J'ai blessé des gens, j'ai mis ma famille en danger. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Je ne sais pas comment réparer cela et je ne sais pas si c'est possible. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai fait un choix, celui d'affronter ce que j'ai fait ou de le fuir. Quoi qu'il en soit, je suis désolé. » La lettre suggérait qu'AZN avait réfléchi à ces options pesant les conséquences d'un aveu et la possibilité de disparaître et de recommencer ailleurs. La voiture abandonnée, l'argent caché, les preuves conservées, tout cela indiquait quelqu'un qui avait planifié quelque chose, mais qui n'avait pas pris la décision qui lui tenait à cœur. Des secrets sous la surface. La découverte de la voiture de course abandonnée d'AZN a déclenché une cascade de révélations qui allait bien au-delà des mauvais choix d'un seul homme. En creusant davantage, les enquêteurs ont mis au jour un réseau de courses clandestines qui opérait au vu et au su de tous, caché au sein de la grande culture des courses de rue que les hors-la-loi de la rue avaient fait connaître au grand public. Plusieurs autres coureurs de la communauté des hors-la-loi ont été contactés pour des interviews. La plupart se sont montrés coopératifs, choqués par l'ampleur de l'implication d'AZN dans des activités qui allaient bien au-delà de ce qu'ils considéraient comme des courses clandestines typiques. Mais certains se sont montrés particulièrement évasifs, leurs réponses soigneusement formulées, suggérant qu'ils en savaient plus qu'ils n'étaient prêts à l'admettre publiquement. Un coureur à qui l'on a accordé l'anonymat en échange d'un témoignage sincère a décrit l'écosystème dans lequel AZN opérait. Il y a les courses de rue comme celles que l'on voit dans l'émission illégale mais contrôlée relativement sûre, compte tenu de ce que nous faisons. Puis il y a les courses clandestines, celles où les gens amènent des voitures qui ne devraient pas circuler dans les rues, où les paris sont le but principal, où personne ne pense à la sécurité ou aux conséquences. C'est là que se trouve le véritable argent, mais c'est aussi là que les choses tournent mal. Ce coureur a confirmé qu'AZN avait essayé d'opérer dans les deux mondes en maintenant sa présence et sa réputation de hors-la-loi de la rue, tout en coordonnant secrètement des événements plus dangereux et plus rentables. La tension liée à la gestion de ces deux identités était visible pour tous ceux qui y prêtaient attention. Il était épuisé en permanence, constamment sur son téléphone, toujours stressé. Nous savions qu'il se passait quelque chose, mais nous pensions qu'il s'agissait simplement de problèmes personnels, peut-être des problèmes d'argent. Nous n'avions pas réalisé à quel point il s'était enfoncé. Discovery Channel, qui diffuse les hors-la-loi de la rue, a publié une déclaration prudente dans laquelle elle se dit choquée par les révélations et souligne qu'elle n'était pas au courant des activités au-delà des tournages autorisés. Elle confirme que tous les coureurs ont signé des accords interdisant la participation à des courses qui n'ont pas été approuvés par la production. Elle reconnaît toutefois que l'application de ces accords repose principalement sur la confiance et l'autodénonciation. En coulisses, des sources ont indiqué que la production avait pris connaissance de rumeurs sur les activités d'AZN dans les mois précédant sa disparition. Il avait été question de mener une enquête plus approfondie ou de le libérer éventuellement de son contrat. Mais les preuves concrètes manquaient et personne ne voulait détruire la carrière d'un homme sur la base de ragots non fondés. Rétrospectivement, certains producteurs ont regretté de ne pas avoir agi de manière plus décisive. L'incident de l'Arkansas auquel les messages d'AZN faisaient référence s'est effectivement produit, même si les détails restent obscurs.
Les enquêteurs ont localisé le conducteur qui avait été blessé, un homme de 29 ans, originaire de Little Rock, qui avait subi de graves blessures, notamment au niveau de la colonne vertébrale et une hémorragie interne. Il avait été soigné à l'hôpital sous une fausse histoire d'accident de voiture sur une route isolée. Au cours de l'entretien, le conducteur blessé a d'abord maintenu sa version des faits, mais face aux preuves fournies par les enregistrements téléphoniques et les vidéos de l'ASN, il a fini par admettre la vérité. Il a décrit un événement devenu incontrôlable, trop de spectateurs, des mesures de sécurité inadéquates et des voitures roulant sur une route mal adaptée aux vitesses pratiquées. Son accident a été causé par le choc avec des débris d'un accident antérieur qui n'avaient pas été correctement dégagés. Il a exprimé sa colère à l'égard des organisateurs, dont l'ASN, qui l'ont convaincu que le fait de consulter un médecin entraînerait des conséquences juridiques pour toutes les personnes impliquées. Ils ont fait croire que si j'allais à l'hôpital et que je disais la vérité, nous serions tous poursuivis, alors j'ai menti. Et puis j'ai passé des mois à me remettre de blessures qui auraient dû être traitées immédiatement. J'aurais pu être paralysé parce qu'ils se souciaient plus d'éviter les ennuis que de ma santé. Cette révélation a incité d'autres victimes à se manifester. Une femme dont le frère avait été gravement blessé lors d'une course clandestine au Texas a contacté les enquêteurs. Un ancien participant a raconté avoir été contraint de poursuivre son engagement après avoir été témoin d'un accident menacé d'être exposé s'il signalait ce qu'il avait vu aux autorités. Ces révélations ont bouleversé la famille d'ASN. Sa femme a déclaré qu'un avocat lui avait fait part de son choc et de son désarroi. Elle a confirmé que leur mariage avait été perturbé par ses activités de course et ses absences fréquentes. Elle a cependant insisté sur le fait qu'elle ne connaissait pas l'étendue de ses activités clandestines ni les incidents qu'elles avaient provoqués. Elle a révélé qu'ASN était devenu de plus en plus paranoïaque au cours des dernières semaines qui ont précédé sa disparition. Il avait vaguement parlé de dettes envers des personnes et de la nécessité de réparer les dégâts, mais avait refusé de donner des détails même lorsqu'elle l'avait pressé de le faire. La dernière conversation qu'elle avait eue avec lui, le 22 novembre, s'était terminée par ces mots. Ces mots sinistres ont pris une nouvelle signification à la lumière de ce que les enquêteurs ont découvert. L'argent liquide caché dans sa voiture suggère qu'il se préparait soit à payer des dettes, soit à financer une disparition. Les preuves conservées, le disque dur et les documents, suggèrent qu'il aurait pu se constituer une assurance contre les menaces d'autres personnes impliquées dans le réseau de courses clandestines. L'éclatement de la vérité. 3 jours après la découverte de la voiture abandonnée d'ASN, les enquêteurs ont fait une découverte qui a changé toute la trajectoire de l'affaire. L'analyse des relevés téléphoniques de Berner a révélé une série de communications avec un contact identifié uniquement comme Phoenix, qui ont fourni un contexte crucial pour la disparition d'ASN. Le fil de messages avec Phoenix remonte à 13 mois et montre une relation qui s'est progressivement détériorée. Les premiers messages suggèrent que Phoenix était un bailleur de fonds pour certaines des activités de course d'ASN, fournissant des capitaux pour les frais d'inscription et les modifications des voitures en échange d'un pourcentage des gains. Mais en septembre, la relation s'était considérablement détériorée. Phoenix avait commencé à formuler des exigences qui allaient au-delà de l'accord initial. Les messages faisaient état de menaces, d'ultimatums et d'un langage de plus en plus hostile. Lorsque ASN avait tenté de mettre fin à leur partenariat après l'incident de l'Arkansas Phoenix, avait répondu par des menaces explicites à l'encontre de sa famille. Un message datant d'octobre disait « Tu penses pouvoir t'en aller. Tu me dois plus de 80 000. Tu feras la course jusqu'à ce que cette dette soit payée ou que ta famille apprenne ce que tu as fait à la dure. » Cette révélation a tout recontextualisé. ASN n'avait pas volontairement augmenté son implication dans des courses dangereuses. Il avait été piégé contraint par quelqu'un qui utilisait ses dettes et son désir de protéger sa famille comme moyen de pression. Le monde des courses clandestines, qui semblait être une voie vers le salut financier, était devenu une prison dont il ne pouvait pas s'échapper. Une enquête plus approfondie sur l'identité de Phoenix a révélé des liens avec des opérations de jeu organisées dans 3 États. Il ne s'agissait pas d'un amateur de courses automobiles qui avait mal tourné, mais d'un criminel professionnel qui avait identifié les courses de rue comme une opportunité rentable et qui avait exploité des coureurs désespérés comme ASN pour étendre ses activités. Les enquêteurs ont découvert qu'au moins 4 autres coureurs avaient des relations similaires avec Phoenix ou des opérateurs associés. Ces coureurs avaient été attirés par des promesses de soutien financier et d'aide pour se retrouver ensuite piégés dans une spirale d'endettement
et contraints de participer à des événements de plus en plus dangereux. Le modèle était sophistiqué, fournir des capitaux lorsque les coureurs étaient désespérés, structurer des accords impossibles à respecter, puis tirer parti de la dette qui en résultait pour garder le contrôle. L'incident de l'Arkansas a été un tournant pour AZN. D'après les messages trouvés sur ses téléphones, il a tenté de négocier une sortie après avoir vu une personne gravement blessée. Il a proposé de rembourser tout ce qu'il devait, même si le montant avait été délibérément gonflé par des intérêts prédateurs et des frais supplémentaires qui ne faisaient pas partie de l'accord initial. Phoenix avait refusé, faisant clairement savoir qu'AZN continuerait à courir sous peine de subir des conséquences. Ces conséquences n'étaient pas seulement des menaces. Les enquêteurs ont trouvé des preuves que la maison d'AZN avait été cambriolée au début du mois de novembre, un incident que sa femme avait signalé à la police comme étant un cambriolage, bien que rien d'important n'ait été dérobé. Aujourd'hui, il semble qu'il s'agissait d'un message d'une démonstration que Phoenix avait accès à sa famille. L'impact psychologique a été dévastateur. Dans les dernières semaines de l'AZN avant sa disparition, un homme a désespérément tenté de trouver une issue. Il a consulté un avocat au sujet de sa situation, mais n'a pas osé donner tous les détails. Il s'est renseigné sur les programmes de protection des témoins, les procédures de faillite et même les implications juridiques d'une fuite du pays. Chaque solution potentielle semble impossible à mettre en œuvre. Se présenter aux autorités signifiait admettre des crimes et trahir d'autres coureurs. Fuir signifiait abandonner sa famille. Continuer signifiait risquer des conséquences encore plus graves. La lettre trouvée dans sa voiture prend maintenant tout son sens. Il avait essayé d'expliquer à Farm Truck dans quoi il s'était empêtré, essayant de s'excuser sans mettre son ami en danger en révélant trop. La nature inachevée de la lettre suggère qu'il a été interrompu ou qu'il a changé d'avis sur l'envoi de la lettre. Le 23 novembre, jour de la disparition d'AZN, son relevé téléphonique montre une activité intense. De multiples appels vers des numéros associés au réseau de Phoenix, des messages qui suggèrent qu'une rencontre a été organisée. Le dernier message, envoyé à 7h42 ce soir-là, dit simplement « Je serai là. Nous réglerons cela ce soir. » Après cela, silence. Plus d'activité téléphonique. Plus de messages. Le bousier est apparu dans l'entrepôt le lendemain matin, montrant déjà des signes du démantèlement systématique que les enquêteurs allaient découvrir des semaines plus tard. L'implication était glaçante. Soit AZN avait commencé à cacher des preuves avant une réunion qu'il craignait de mal terminer, soit quelqu'un d'autre avait fouillé la voiture après sa disparition à la recherche de quelque chose de spécifique. Les enquêteurs considéraient désormais la disparition d'AZN comme potentiellement plus grave qu'une absence volontaire. Le cas d'une personne disparue qui avait semblé être une personne fuyant les conséquences ressemblait désormais à un acte criminel. Les recherches se sont intensifiées, se concentrant sur les zones où le téléphone d'AZN s'est manifesté pour la dernière fois avant de s'éteindre. La communauté des hors-la-loi était sous le choc de ces révélations. Ce qui avait d'abord semblé être une histoire de mauvais choix et de désespoir financier s'était transformé en quelque chose de bien plus sombre. Une histoire d'exploitation, de coercition et d'un homme pris au piège entre des options impossibles. Farm Truck a rompu son silence public publiant une déclaration émouvante. Je savais que mon ami était en difficulté et j'ai essayé de l'aider, mais je ne savais pas à quel point les choses étaient devenues graves. Je ne savais pas qu'il était menacé et contraint. Si j'avais su, j'aurais fait quelque chose, n'importe quoi pour le faire sortir. Maintenant, je prie juste pour qu'il soit en sécurité quelque part et qu'il ait trouvé un moyen d'échapper à ce dans quoi il s'était retrouvé piégé. D'autres coureurs ont exprimé des sentiments similaires. Culpabilité de ne pas avoir reconnu les signes colère contre ceux qui avaient exploité l'un des leurs peurs de ce que ces révélations signifiaient pour l'ensemble de la communauté des courses de rue. Le code du silence qui avait protégé le monde des courses clandestines commençait à se fissurer à mesure que les gens se rendaient compte que le silence avait permis aux prédateurs d'agir en toute impunité. Les services répressifs de plusieurs États coordonnent désormais leurs enquêtes sur le réseau plus vaste que représente Phoenix. L'affaire AZN a ouvert une fenêtre sur des opérations qui s'étendent bien au-delà d'un coureur désespéré. Des citations à comparaître ont été émises pour obtenir des documents financiers. D'autres coureurs sont interviewés. Toute l'économie souterraine des courses qui existait dans le cadre du succès des hors-la-loi de la rue est exposée à un examen minutieux qu'elle a réussi à éviter pendant des années. Mais la question centrale reste sans réponse. Où était AZN
Était-il vivant et se cachait-il? Avait-il réussi à s'échapper de la situation dans laquelle il avait été piégé? Ou bien, cette dernière rencontre du 23 novembre s'était-elle soldée par quelque chose de pire que quiconque voulait envisager, conséquences et reconquête? Au fil du mois de décembre, l'enquête sur la disparition d'AZN et la découverte de sa voiture de course abandonnée ont continué à démêler l'écheveau complexe des opérations de course clandestines dans lesquelles il s'était empêtré. Les conséquences se sont propagées, affectant non seulement les parties concernées, mais toute la communauté des courses de rue que les hors-la-loi de la rue avaient fait connaître au public. Les autorités fédérales sont intervenues reconnaissant que les jeux d'argent entre État et la coercition criminelle potentielle relevaient de leurs compétences. Ce qui avait commencé comme une enquête locale sur un véhicule abandonné s'est transformé en une opération multi-étatique ciblant l'exploitation criminelle organisée de la culture des courses de rue. L'ampleur de l'opération était plus grande que ce que l'on avait imaginé au départ. Le 19 décembre, 4 jours exactement après la découverte initiale de la voiture d'AZN, les autorités ont procédé à leurs premières arrestations. 3 personnes liées au réseau Phoenix ont été placées en garde à vue sous l'inculpation d'opérations de jeu illégales, de racket et de conspiration. Phoenix lui-même, dont le vrai nom a été révélé comme étant Marcus Thornton, un homme de 46 ans ayant déjà été condamné pour fraude et paris illégaux, est resté en liberté. Les enquêteurs se sont toutefois déclarés convaincus qu'il serait bientôt appréhendé. Les arrestations ont apporté certaines réponses, mais ont soulevé de nouvelles questions. Lors des interrogatoires, l'une des personnes arrêtées a affirmé qu'AZN avait effectivement participé à une réunion le 23 novembre. Selon ce témoignage, la réunion avait été conflictuelle à AZN, exigeant d'être libéré de ses obligations et menaçant de s'adresser aux autorités si le harcèlement de sa famille se poursuivait. La réunion se serait terminée par le départ d'AZN en colère mais en vie. Puis le 21 décembre, la percée que tout le monde espérait s'est produite. AZN a contacté les autorités par l'intermédiaire d'un avocat. Il était vivant, s'était caché et était prêt à coopérer aux enquêtes sur le réseau criminel qui l'avait exploité lui et d'autres coureurs. Le soulagement de toute la communauté des hors-la-loi de la rue était palpable, même s'il était tempéré par le fait que les conséquences juridiques des actions d'AZN restaient inévitables. Par l'intermédiaire de son avocat, AZN a publié une déclaration à la fois apologétique et provocatrice. « J'ai fait des choix terribles motivés par le désespoir financier et l'ego. Je me suis impliqué dans des choses que je n'aurais pas dû et des gens ont été blessés à cause d'événements que j'avais aidé à organiser. Cette responsabilité me pèse chaque jour, mais je me suis également fait piéger par des personnes qui ont exploité ma situation, qui ont proféré des menaces à l'encontre de ma famille pour m'obliger à poursuivre mon engagement même après que j'ai voulu m'en retirer. Je coopère avec les autorités pour faire en sorte que ces personnes soient traduites en justice et je suis prêt à assumer les conséquences de mes propres actes. » La déclaration se poursuit. À la famille et du hors-la-loi, à Farm Truck, à tous ceux qui m'ont fait confiance, je suis désolé de vous avoir déçu. J'ai trahi les valeurs de notre communauté en laissant la cupidité et la peur guider mes choix. Je n'attends pas le pardon, mais j'espère que ma coopération pourra empêcher d'autres personnes de tomber dans le même piège que moi. L'AZN faisait face à des accusations potentielles liées à des opérations de jeu illégales et à l'organisation de courses non approuvées. Cependant, les procureurs ont indiqué que la coopération avec l'enquête plus large et les preuves de coercition seraient prises en compte dans les recommandations de condamnation. Son témoignage s'est avéré crucial pour monter des dossiers contre des opérateurs de plus haut niveau dans le réseau criminel. La production du hors-la-loi de la rue a dû faire face à son propre bilan. Bien que n'ayant aucune connaissance directe des activités clandestines d'AZN, l'émission a annoncé des changements significatifs dans son suivi et son soutien aux membres de l'équipe. Des conseils financiers renforcés, une application plus stricte des contrats et des systèmes permettant aux coureurs de signaler confidentiellement les pressions ou les coercitions exercées par des parties extérieures ont tous été mis en œuvre. Discovery Channel a publié une déclaration actualisée soulignant son engagement en faveur de la sécurité et du bien-être de toutes les personnes impliquées dans ces productions. Elle a reconnu que l'intersection de la culture underground et de la télévision grand public créait des défis uniques qui nécessitaient une adaptation et une vigilance constante. Farm Truck s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis la réapparition de l'AZN. « Je suis soulagé qu'il soit en vie. Je suis en colère à cause des choix qu'il a faits. J'ai le cœur brisé par ce qu'il a vécu. Toutes ces choses sont vraies à la fois.
Notre amitié a été endommagée peut-être irrémédiablement, mais je suis heureuse qu'il ait une chance d'arranger les choses, même si ce processus sera douloureux pour toutes les personnes concernées. Le Bousier est resté en garde à vue en tant que pièce à conviction. Son avenir était incertain. Sa restitution à l'ASN, sa vente pour couvrir les frais de dédommagement ou sa conservation permanente dépendait d'une procédure judiciaire en cours. Pour beaucoup, la voiture de course abandonnée était devenue un symbole de la rapidité avec laquelle les rêves pouvaient se transformer en cauchemars lorsque le désespoir l'emportait sur le jugement. Pour ASN, le chemin à suivre consistait à coopérer avec les enquêtes en cours à purger, probablement une peine ou une mise à l'épreuve, et à tenter de reconstruire une vie et une réputation brisées par ses choix et les circonstances. Sa carrière de pilote, telle que les fans la connaissaient, était presque certainement terminée. Ces révélations allaient compliquer à jamais sa place dans l'histoire de Street Outlaw. Mais peut-être y avait-il aussi une possibilité de rédemption, non pas en effaçant ce qui s'était passé, mais en tirant des leçons, en utilisant son expérience pour avertir les autres des dangers de la voie qu'il avait empruntée et en rétablissant lentement, douloureusement la confiance avec les personnes qu'il avait blessées et déçues. Alors que l'enquête se poursuivait et que les procédures judiciaires se déroulaient. Une chose était sûre, la communauté des street outlaws et la culture des courses de rue en général ne seraient plus jamais tout à fait les mêmes. Ce qui avait été caché avait été révélé, et il n'était plus possible de revenir à l'innocence d'avant. Les révélations de la voiture de course abandonnée d'ASN continuent de se développer au fur et à mesure que les enquêtes progressent et que les procédures judiciaires avancent. Cette histoire choquante nous rappelle que la ligne entre la passion et le danger peut s'estomper rapidement et que la rédemption est possible même après des choix dévastateurs. Partagez votre point de vue dans les commentaires et abonnez-vous pour recevoir des mises à jour continues sur cette histoire en développement et d'autres informations de la communauté Street Outlaw.